Bonjour, ravi de vous retrouver sur BIP TV pour votre magazine mensuel En Société. Ce mois-ci, l'inflation et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des habitants de notre territoire. Plusieurs postes de dépenses ont été largement impactés et parmi eux, le logement. Malgré la mise en place d'un certain nombre de mesures visant à limiter l'impact de la hausse des prix des énergies, l'addition risque d'être salée. À l'approche de l'hiver, l'appel à la sobriété énergétique suffira-t-il? Quel constat chez les bailleurs sociaux? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Longin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'OPAC 36. Vous êtes le premier bailleur du département, avec pas moins de presque 10 000 logements à votre actif sur 122 communes, je crois. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Presque. Et alors, vous avez fêté récemment à l'OPAC 36 vos 100 ans. C'est un anniversaire un peu particulier dans ce contexte. On va commencer par une question très simple. Qu'est-ce qu'un bailleur social? Un bailleur social, c'est quelqu'un qui donne un toit à des personnes qui en ont besoin. Un bailleur social, c'est quelqu'un qui est proche de ses locataires. Et vous savez que j'aime beaucoup cette expression de bailleur social et pas de HLM. C'est surtout une relation avec les locataires qui est basée sur la qualité de service, sur la maîtrise de la quittance, on va en reparler. C'est aussi des actions au niveau du social, c'est des actions sur le vieillissement, c'est une véritable proximité et un vrai service aux locataires. C'est ça notre engagement d'être un bailleur social. Et effectivement, en tant qu'office départemental, on est sur tout le département et avec de nouvelles missions, notamment avec, par exemple, la création des maisons de santé qui viennent apporter au plus proche de la population des services qu'elle n'avait pas forcément. Alors récemment, vous avez fait face à un certain nombre de difficultés liées à l'inflation. Je pense notamment au loyer. Alors on en parlait il y a quelques mois, il y a eu la mise en place de ce bouclier loyer qui plafonne l'inflation et donc l'indice de référence à 3,5%. À l'OPAC, comment cette question de la hausse a été gérée pour les loyers? Alors, pour la hausse, il y a deux choses. Il y a les charges et les loyers. Les loyers, effectivement, l'État, dans la loi pouvoir d'achat, plafonne à 3,5%. Nous allons avoir la semaine prochaine une réunion en conseil d'administration, réunion auquel assiste également d'ailleurs monsieur le préfet. Maintenant, au conseil d'administration de l'OPAC, on va faire des propositions qui seront inférieures aux 3,5%, parce qu'on sait aujourd'hui que nos locataires ne peuvent pas supporter une augmentation de 3,5% dans les circonstances actuelles. Donc, sous la présidence de Madame Monjoint, notre présidente depuis 3 ans, nous allons proposer un montant nettement inférieur aux 3,5%, mais que je dévoilerai évidemment au conseil d'administration. Et qui a été présenté en conseil de concertation locative à nos associations de locataires. Donc d'ici à cette annonce, on a beaucoup parlé récemment de la revalorisation de certaines prestations sociales. Je pense notamment aux APL qui ont été rehaussées à hauteur de la hausse plafonnée des loyers. Et à ces APL s'ajoute chez vous, sur condition de ressources, la RLS, la réduction de loyer de solidarité, qui elle est à la charge de l'office. Tout à fait. C'est quelque chose qui a été créé il y a 3 ans. Il y avait une clause de revoyure cette année. La RLS, la réduction de loyer de solidarité, coûte en fait à l'office 2 millions par an. C'est 2 millions d'euros qui repartent au niveau national et donc qui ne sont pas investis sur le territoire. Si on prend sur les 3 années qui viennent de s'écouler, c'est quand même 6 millions que l'on n'a pas investi dans le bâtiment en faveur de nos locataires. Et donc, ça pénalise largement nos investissements. En plus, on avait aussi la hausse des coûts avec le Covid, les problématiques d'approvisionnement. Donc, on espérait, tous les bailleurs sociaux, qu'avec la clause de revoyure qui était prévue avec l'État, que la RLS serait ou supprimée ou réorientée. Donc ça sera ni l'un ni l'autre et on va continuer à avoir cette ponction de l'État.
Et alors il y a bien sûr la question de la provision de charges et des régularisations qui sont révélées assez importantes déjà cette année, en juin 2022 pour 2021. On y reviendra par la suite. Et cette question de l'énergie, ça fait partie des thématiques qui sont portées par la CNL de l'Indre. Yves Choubrac en fait partie, que vous connaissez, et je vous propose d'écouter son témoignage. On a des revendications par rapport actuellement de l'inflation, surtout l'inflation due à l'énergie et la hausse des loyers, qui est une certaine manière de faire rentrer l'argent chez les bailleurs pour réinvestir dans les rénovations, etc. Nous, on est contre ces hausses de loyers. On pense que plutôt l'argent est ailleurs et que l'État pourrait aller le chercher ailleurs pour le servir et les donner aux bailleurs, puisque les bailleurs sont des bailleurs sociaux. On rappelle que HLM, c'est habitation à loyer modéré. Pourquoi pas faire aussi un dégrèvement sur les coûts que les bailleurs sont obligés de payer dans l'achat de l'énergie. Cette augmentation de 20% qui va être régulière, c'est aussi pour amortir le choc et c'est du prévisionnel. Parce que s'il n'y a pas eu cette hausse progressive, la facture serait énorme pour les locataires en mois de juin et ce serait un choc encore beaucoup plus douloureux. Les gens maintenant ont soit le choix de plus se nourrir, ou pas de se chauffer, et pas de se véhiculer, pas d'avoir de loisirs. Donc ça devient, alors c'est plus tout à fait une revendication là sur le logement uniquement, mais c'est un pouvoir d'achat qui est dû à l'inflation et c'est forcément un choix. Donc ça va exploser un jour ou l'autre. Et forcément les bailleurs, ils vont se retrouver confrontés avec des impayés énormes au fur et à mesure des années qui vont passer, si ça continue, si ça demeure sur le sujet. Il y a quand même un terrain d'écoute de ce bailleur qui vraiment a quand même, semble-t-il, pour nous, la fibre sociale. Bien sûr, on est une force d'opposition, mais dire que c'est un logement social, l'OPAC, oui, c'est un logement social. Dire que l'OPAC fait du social, oui, ils le font. Ça devrait être obligatoire de pouvoir se loger et surtout d'une manière pas excessive, quoi. Retour sur le plateau dans Société. Pascal Longin, vous travaillez en étroite collaboration avec la CNL. Vous avez entendu le témoignage de Yves Choubrac. On le rappelle, les bailleurs sociaux sont maintenant inclus au dispositif de bouclier tarifaire, mais uniquement pour ce qui concerne le gaz. Oui, alors il ne faut quand même pas oublier que lorsque le bouclier tarifaire a été mis en place, on avait juste oublié le logement social. Ça a été rectifié, c'est une bonne chose. Pour rebondir sur le propos d'Yves Choubrac, effectivement, dès janvier, nous avons, en concertation avec les associations de locataires dans le cadre du Conseil de concertation locative, remonté les acomptes de provision de charges. Nous avons communiqué en janvier, en avril, en juillet sur ces augmentations. Par contre, est arrivée la régularisation de charges 2021 en juin 2022 et traditionnellement au niveau de l'office, on avait l'habitude de rendre de l'argent à nos locataires et là, on a demandé de l'argent. On a demandé dans des proportions, hélas, relativement importantes de l'argent parce que sur le dernier quadrimestre, le prix du gaz s'est littéralement envolé. Il a explosé. Et donc ça, on ne pouvait pas nous l'anticiper. Et quand on nous dit que c'est la guerre en Ukraine qui fait que, en septembre 2021, il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Et les courbes sont absolument terribles. Par rapport à la régularisation de 2021 donc, que l'on a fait en 2022, on a une équipe de conseillères sociales, on a 6 conseillères sociales, 2 référentes seniors et des gens au niveau de la gestion locative qui sont vraiment à l'écoute pour aider les personnes dans leur démarche et puis faire le cas échéant des plans, des échéanciers. Vous dire effectivement que nous sommes très mobilisés, qu'avec nos associations, nos locataires, mais aussi notre conseil d'administration sur le sujet. On a des idées à proposer prochainement. Et puis arrive l'année 2022.
2022, on s'est aperçu au mois de juillet que l'augmentation des provisions ne serait pas encore malgré le bouclier, parce qu'il faudrait expliquer, on n'aura pas le temps d'expliquer le bouclier, mais il y a un bouclier, mais quand tu es en dessous du bouclier, tu montes jusqu'à hauteur du bouclier. Et donc on a revu en juillet l'augmentation pour le gaz, qu'on a augmenté de 20%, et on s'est aperçu que si on tenait cette trajectoire jusqu'à la fin de l'année, on aurait une régularisation 2022 en juin 2023 qui serait énorme. Donc on a refait un conseil de concertation locative en septembre et où on fait augmenter de 20% tous les mois jusqu'à la fin de l'année cette provision. On est conscient au niveau de l'office, et je reviens sur le terme de bailleur social, que c'est terrible. C'est terrible pour nos locataires. Et je reprendrai l'expression de Yves Chaubrac. À un moment donné, les gens vont être obligés de faire des choix. Donc, nous, on va essayer, dans la mesure du possible, d'aider nos locataires. On a aussi pris des dispositions pour minorer ce coût des charges en fin d'année. Traditionnellement, on mettait le chauffage aux dernières semaines de septembre. Là, on a dit on recule jusqu'au 15 octobre. Et donc, ça va être mis la semaine prochaine. On a aussi baissé, on a agrandi d'une heure une fenêtre pour baisser l'heure et demie, pour essayer de faire des économies. On travaille sur maximum de possibilités pour réduire ces coûts. On pourrait aussi parler de l'électricité et de l'électricité des communs qui, elles, ne rentrent pas dans le bouclier tarifaire. Donc c'est aussi des coûts. On va travailler sur l'ensemble des coûts de façon à ce que ce soit supportable pour nos locataires qui, eux, peuvent aussi bénéficier de certaines aides comme le chèque énergie. Et alors, en parallèle de cette question du coût des énergies, forcément, il y a la question de l'isolation. Vous le savez, la loi sur les passoires thermiques est passée cet été, donc il y a un certain nombre de dispositions qui sont déjà en place, notamment le gel des loyers pour les logements dont la classe énergétique est F ou G, et dès 2023, les logements G ne seront plus louables, tout simplement. Donc l'OPAC, pour prévenir ce genre de choses, a déjà lancé un certain nombre de travaux pour la rénovation thermique. Vous savez, nous, c'est dans l'ADN, la maîtrise de l'énergie. C'est dans l'ADN de l'OPAC. Donc on a des chaufferies biomasse, on a de la géothermie, on a fait les premières maisons passives dans l'Indre qui sont à Beaulieu, en plein quartier politique de la ville. Donc on fait du solaire. On est le premier consommateur en région centre du fonds chaleur. Donc, en étant dans le plus petit département, non mais j'insiste dessus. Et puis, effectivement, l'ensemble de nos bâtiments, on vient de refaire tous les diagnostics de performance énergétique. On n'a pratiquement plus, parce que ça doit être une trentaine de G et un tout petit peu plus de F. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des logements qui sont jamais assez isolés, mais qui ont bénéficié d'une politique d'entretien. Et c'est ce que j'ai dit au 100 ans de l'Office. On a eu nos prédécesseurs qui ont très bien entretenu le parc, le patrimoine. On continue à l'entretenir, on continue à innover. Et si je vous prends un exemple simple, c'est aussi, on avait des capteurs solaires, et il y a eu la grêle, et on a tout à refaire. Parce que aussi, on a cet impact qui vient d'arriver. Donc, véritablement, on s'inscrit dans une politique de maîtrise de l'énergie. On a un plan qu'on va présenter à notre conseil d'administration en début d'année qui nous emmènera jusqu'en 2030. Donc il y a une véritable volonté. Et vous poursuivez vos efforts. Merci Pascal Longin pour cet éclairage sur la situation du logement social. En Société continue, dans la deuxième partie de votre magazine, nous aborderons la question de l'alimentaire. À Issoudun, tout de suite un reportage. L'épicerie solidaire Isole-Dunoise fait bénéficier à plusieurs centaines de foyers de courses à petit prix. C'est un véritable bouclier social contre l'inflation. Reportage. Vous en avez pour 15,49 €, monsieur, au lieu de 80 €. Des courses pour 15 € au lieu de 80. L'épicerie solidaire Isole-Dunoise, c'est un commerce un peu particulier, puisqu'ici les produits sont vendus au poids, à des prix défiant toute concurrence.
À la caisse, l'addition ne s'élève qu'à 10 ou 20% du prix réel. Annie et Hélène sont bénévoles depuis de longues années. Elles sont aux premières loges des conséquences de l'inflation. Certaines personnes qui avaient arrêté chez nous parce que la situation s'était arrangée, et on les voit revenir, quoi. Et là, pour nous, ça nous fait mal parce qu'on est content quand on les voit plus, parce qu'on se dit bon, voilà, la situation s'est arrangée. Aujourd'hui, j'ai encore reçu un chèque, c'était de 5 €, je crois, mais on me demande de le poser le mois prochain. Il y a des gens qui travaillent et qui viennent quand même à l'EPIC parce qu'ils n'y arrivent pas. J'entendais un reportage à la télévision qu'il y avait des étudiantes qui n'allaient pas en cours parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'acheter des protections et qu'elles gardaient leur protection un jour, une nuit. L'hygiène, ça fait partie aussi de la santé. Donc quelqu'un qui déjà est précaire, et si en plus il n'a pas l'hygiène, il peut se retrouver dans des situations dramatiques. Tous les 15 jours, les bénéficiaires viennent faire leurs courses. Des personnes aux revenus modestes d'autant plus fragilisées par le contexte économique actuel. Aurélien est en reconversion professionnelle. Dans l'attente, lui et sa compagne vivent avec un budget très restreint. C'est-à-dire que quand on passe d'un caddie plein à 100, 120 € à d'un coup presque 200 €, on va peiner à vivre avec un RSA ou même avec parfois un SMIC. Et aujourd'hui, on ne vit pas, on survit avec la monnaie qu'on a, quoi. Et donc forcément, derrière, la dignité, elle est atteinte. Et malheureusement, ça peut être parfois difficile, quoi. Ça peut être parfois difficile. Lorsque chaque centime compte, Aurélien, comme d'autres consommateurs, est très attentif au prix qu'il paye pour des achats qu'il renouvelle régulièrement. Et depuis quelque temps, l'inflation s'est fait durement ressentir. Une boîte de steak haché qui était à 5 € il y a encore 2-3 mois, quelque chose comme ça, qui passe à 8 € d'un coup. On se retrouve à manger des produits qui ne sont pas forcément bons pour la santé, ni forcément bons au goût. On est dans un état où il y a deux solutions: soit on reste fort, on se relève, on prend les coups et on avance, soit c'est se tirer une balle dans la tête, et c'est ça qui va marcher, quoi. C'est ça qui va marcher. La souffrance psychologique pèse lourd face à un quotidien difficile. Pour Estelle, faire ses courses est une épreuve. Pour s'en sortir, elle trouve un peu de répit à l'épicerie solidaire. Au niveau du 15 du mois, c'est un peu la galère, quoi. Enfin, on peine. Donc du coup, c'est système D, c'est des sites anti-gaspi, c'est quand on a du lait, on le coupe à l'eau le matin. Des fois, on saute un repas parce que le budget ne suit pas. Les fruits et les légumes, on fait l'impasse parce que 4 € les nectarines, c'est juste pas possible. Ça peut faire des carences, tout ce qui est qualité nutritionnelle, elle n'est pas là. Même avant, c'était un plaisir, peut-être une fois tous les 3 mois, et un plaisir, une fringue de seconde main. De toute façon, c'est ça. J'achète plus de fringues, c'est hors de prix. Quand on rentre dans les magasins, on a envie de ressortir, quoi. Selon un sondage Odoxa paru cet été, ce sont les biens de consommation courante qui ont subi les modifications de comportement les plus drastiques chez les Français. 56% des sondés confient avoir fortement réduit leur budget habillement et 40% leurs dépenses alimentaires. Retour sur le plateau dans Société, dans cette deuxième partie de votre émission. L'inflation, le pouvoir d'achat, les conséquences sur le budget alimentaire. Une enquête de la Fédération française des banques alimentaires révèle que le budget alimentation est le 3e après le loyer et les factures d'eau et d'énergie. Selon l'UFC Que Choisir, l'inflation atteignait ce mois-ci 6,1%. Conséquence directe sur les achats des Français, ils achètent moins mais payent plus cher. Notre territoire n'est évidemment pas épargné par ce phénomène. 320 000 repas sont distribués chaque année dans le département. Marie-Dominique Patureau de Miran, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Banque alimentaire de Châteauroux. Alors, collecter, gérer et partager les denrées alimentaires pour aider l'homme à se restaurer, c'est la définition qui est proposée par la charte de la Fédération française. Concrètement, vous êtes un maillon central de l'aide alimentaire. Voilà, c'est notre ADN, lutter contre la précarité alimentaire et dans le même temps lutter contre le gaspillage, ce qui est tout à fait complémentaire. Les banques alimentaires existent, en tout cas celle de l'Indre, depuis 1986. Ça n'est pas nouveau qu'il y a des difficultés pour certaines personnes. Ce qui est nouveau, c'est que ça va toucher de plus en plus de personnes. On en est tout à fait conscient. Étant précisé que je crois que mon prédécesseur parlait de variable d'ajustement, nous allons être, et nous sommes déjà, la variable d'ajustement la plus facile à gérer, entre guillemets, parce que la plus contournable. Et là, c'est un drame. Donc on est là justement pour éviter ça.
Oui, tout à fait, parce qu'on rappelle que les frais liés au loyer et aux énergies sont incompressibles. Donc bien souvent, malheureusement, c'est le budget d'alimentation qui amortit. Voilà, donc la lutte des banques alimentaires. Alors je rappelle que la banque alimentaire, c'est une plateforme un peu logistique, un peu comme un grossiste, qui reprend, qui centralise des denrées de différentes sources, heureusement. Et nous sommes en amont des épiceries sociales que nous alimentons effectivement, en plus d'autres associations, d'autres structures d'aide aux personnes. Et notre stock, entre guillemets, enfin, ce que nous allons pouvoir distribuer pratiquement à prix coûtant, ce qui permet, même pas à prix coûtant, puisque ça ne nous coûte rien, puisque ça nous est donné, ce que nous allons pouvoir redistribuer via les épiceries alimentaires, via toutes les structures du département, il y en a plus de 60, parce que c'est tout le département, nous vient de l'agroalimentaire, nous vient aussi, bien entendu, des grandes surfaces. La difficulté, c'est que les grandes surfaces elles-mêmes vendant à prix cassé, nous avons de moins en moins de marchandises qui viennent des grandes surfaces au jour le jour. C'est un peu les difficultés du jour. Et puis, nous avons heureusement des fonds européens, nous avons l'aide aussi des communes et du reste pour arriver à satisfaire aux besoins. Et pour l'instant, nous y arrivons. Alors vous alimentez notamment les rayons de l'épicerie Isolde-Dunoise solidaire qu'on vient de voir dans le reportage. Vous avez commencé à en parler, vous avez un certain nombre d'engagements, notamment par rapport à la lutte contre le gaspillage. Et il y a aussi une recherche, quelque chose qui a émergé notamment pendant le confinement avec la crise sanitaire et qui, bien sûr, s'est confirmé en ce moment avec des difficultés nouvelles, c'est la recherche d'une alimentation de qualité. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le camembert chez nous. Il faut arriver à donner le moins possible de produits sucrés, alors que c'est souvent les choses qu'on nous propose le plus en gratuit. Essayer d'avoir une alimentation de légumes, de viande, de protéines, enfin le camembert alimentaire pour que justement les personnes n'aillent pas vers les produits manufacturés. De toute façon, ils sont devenus tellement inabordables qu'il va falloir apprendre à cuisiner aussi. Ça fait partie aussi de l'éducation à ce niveau-là. Alors, je précise que pour augmenter un petit peu nos approvisionnements, nous allons vers le circuit court, vers la récupération dans les cantines scolaires du surgelé, des plats non consommés, pour que rien ne se perde. Parce que je crois que là, on ne peut plus se permettre de gaspiller nulle part. Et donc, nous sommes en lien avec un lycée et probablement d'autres par la suite, pour qu'il n'y ait plus de gaspillage alimentaire et qu'on puisse... et les fruits et légumes qui sont un peu, entre guillemets, abîmés, moches, et qu'on ne va pas donner aux épiceries sociales parce qu'elles ne sont pas consommables directement, on va faire la transformation via l'ADAPI pour, là encore, faire des sauces tomates, faire des tas de choses qui vont permettre de diversifier l'alimentation à vraiment au prix qu'on vous a dit, c'est-à-dire 10% du vrai prix. Donc c'est via les épiceries, bien sûr. Une éducation et une rééducation aussi, réapprendre à cuisiner pour réussir à sauver des légumes. Alors c'est pas notre rôle directement, mais nous, notre but, c'est que rien ne se perde et qu'on arrive à tout récupérer pour que toutes les épiceries puissent satisfaire les besoins qui vont grandissant et que les personnes n'hésitent pas. Surtout, n'hésitent pas à aller vers les épiceries sociales. La vraie difficulté, par exemple, à Châteauroux, c'est que les étudiants n'osaient pas franchir la porte de Domifasol, qui est une épicerie qui est faite pour les étudiants. Alors, on a fait des colis directement aux étudiants, sans condition de ressources, sans aucune condition de dossier, parce que quelquefois, ça freine. Et ça a permis à tous ces étudiants de franchir la porte. Ça a été le cas pour l'EPI, ça a été le cas pour Châteauroux. Donc, il y a toute une population qui, sinon, n'ose pas. Même chose, même démarche pour les épiceries itinérantes dans nos campagnes. Tout à fait, oui, c'est une offre que vous avez développée, ça qui fait partie des vrais enjeux de notre département, de précarité, de ruralité, d'aller à la rencontre de ces personnes qui n'osaient pas, par peur d'une stigmatisation sociale, peut-être pousser la porte d'une épicerie solidaire. Tout à fait. Alors ça a commencé dans le sud du département, c'est la première épicerie sociale itinérante qui a été faite. Ensuite, il y en a une vers Busancé, il y en a une maintenant dans la Brenne. Et le retour que j'en ai, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont loin de l'alimentation, loin de l'aide, et qui sont vraiment très heureux d'avoir cette aide-là en direct, parce qu'on se heurte aussi au problème des déplacements, qui font que les personnes ne vont pas aller à Châteauroux. Châteauroux, il y a quand même une offre, et tant mieux, assez diversifiée. Dans les campagnes, il n'y a rien. Et le gros souci que pose l'inflation sur l'alimentaire en ce moment, c'est l'accès à la sécurité alimentaire. On le rappelle, la possibilité physique, sociale, économique de se procurer une alimentation qui est saine, suffisante et nutritive. On l'entend dans le reportage, il ne suffit pas de pouvoir se nourrir, il faut pouvoir se nourrir correctement.
Et en ce moment, l'aide de la Banque alimentaire, je pense qu'elle est extrêmement importante pour Oui, et puis on est très très attentif à la qualité bien sûr des produits, à la chaîne du froid, enfin toutes les contraintes alimentaires qui vont peut-être aussi à nous poser des problèmes de logistique, mais j'espère qu'on aura l'aide des communes et du département pour continuer à fonctionner parce qu'on ne peut pas monter la température des congélateurs. Et alors vous avez aussi des dons de particuliers. Est-ce que vous avez ressenti un impact de l'inflation sur ces dons ? C'est-à-dire ? Est-ce que les dons ont baissé ? Est-ce que les dons ont changé ? Est-ce que les denrées sont... Alors, les dons de particuliers, ce n'est pas une part énorme, mais on a beaucoup d'agriculteurs qui sont dans le surplus. J'ai même des particuliers qui m'ont dit, mais attendez, cette année, le potager a donné trop, est-ce que je peux vous donner ? Mais je dis, pas de problème, donnez-moi. Donc ça a été très, très sympathique. Et on a aussi des petits importateurs ou des petits agriculteurs qui effectivement, nous donnent. Et toutes les petites choses font une grosse masse qu'on peut ensuite redistribuer dans tout le département. Et ça, c'est merveilleux. Et alors on le rappelle, la grande collecte nationale, la prochaine, a lieu au mois de novembre, le 25, 26, 27. Donc évidemment, il faudra se mobiliser. Ah, tout à fait. On est en train de l'organiser, puisque c'est quand même 45 communes du département. Il faut mobiliser plus de 700 bénévoles. Et c'est pratiquement 15 à 20% de l'approvisionnement annuel. Et c'est pour nous essentiel parce que ce sont des beaux produits, des produits qui durent, et parce que chacun se fait plaisir, à la gentillesse de donner bien sûr, et très généreusement, et c'est pas toujours, tout le monde donne. Ça, c'est extraordinaire. Et nous, ça nous permet vraiment de diversifier ce qu'on va pouvoir donner à toutes les épiceries sociales sans contrainte. Ça, c'est pour nous très, très, très important, la collecte de la fin de l'année, du mois de novembre. Je précise d'ailleurs qu'il y a eu une collecte de printemps. Alors, on a parlé de précarité féminine. Sur la précarité féminine à Issoudun, et qui nous a permis d'acheter beaucoup de produits. C'est sur le Facebook de la Banque alimentaire et de Leclerc d'Issoudun. Et on va développer aussi la question des arrondis de caisse. C'est quelquefois un peu plus facile de dire, 1 euro, allez, c'est bon, à la caisse, on arrondit. Et tout ça nous permet ensuite de diversifier nos achats, toujours à destination des bénéficiaires. Beaucoup de belles idées pour faire avancer le débat. Merci Marie-Dominique Patureau-Demiran d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de votre émission Société. Merci de votre fidélité.